Admettons que vous travaillez dans un centre d'appel, là, puis on vous appelle, puis on vous explique mon fils est disparu depuis plusieurs mois, je veux canceller son abonnement. Pensez-vous que vous en recevez souvent des appels de ce type-là? Probablement que c'est le premier que vous recevez. Probablement que vous ne connaissez pas la procédure. Puis lorsque vous la lisez, ça dit que seule la personne au dossier peut canceller son abonnement. Alors, non, c'est pas facile. Puis oui, il y a besoin de plus d'explications. Puis même nous, les policiers, on a besoin de plus d'explications pour pouvoir leur donner leur juste. Mon conjoint disait « qu'est-ce que tu vas faire avec le condo? » On ne va pas là, là. Moi, là, vendre le condo, c'est faire disparaître Mathieu à tout jamais. Je ne suis pas prête. Mais à un moment donné, c'était comme, bon, il faut procéder. S'il est retrouvé puis s'il est vivant, ça sera une chose, on verra ce qu'on fait. Mais là, pour l'instant, il faut régler la question du condo. Donc, on est copropriétaire. Donc, je fais appel à un notaire. C'est beau, j'envoie tous les documents qu'il faut. Là, à un moment donné, j'ai beaucoup de difficultés. Je laisse des messages téléphoniques, j'ai pas de retour. Je suis dans l'ambiguïté, dans les questions, dans l'incertitude tout le temps par rapport à Mathieu. Ça me rebranche là-dessus constamment. Fait que moi, à chaque fois que j'attends un appel, là, je suis anxieuse jusqu'à ce que j'ai un retour. Il faut savoir que je suis enfant unique. Donc, puis mes parents sont divorcés depuis mon très jeune âge. Donc, là, oui, il y a des gens qui peuvent m'aider, mais c'est moi qui dois le faire. Je commence par où? C'est quoi l'important, là? On n'a pas le corps, on n'a plus la maison, c'est correct. Mais c'est quoi que je dois faire, là, en premier lieu, là? Donc, là, c'était aviser la caisse, aviser le gouvernement. Le gouvernement, étant donné que je dois agir comme si l'absent est toujours là, les gens prenaient ça en copie. Ils écoutaient l'histoire, puis à la fin, ils me disaient, dans 90, voire 95% des cas, ils me répondaient « Madame, je sais pas quoi vous dire, c'est la première fois que je vois un cas comme ça, je suis vraiment désolé, je sais pas quoi faire. » Une personne disparue, elle est toujours une personne vivante. Ça, c'est la première des choses. Et elle va être reconnue vivante pour au moins 7 ans. Bon. À moins qu'on retrouve le corps décédé, malheureusement, ou qu'on apprenne par un événement, qu'il y a eu un événement qui laisse aucun doute sur le décès. Alors, les gens sont pris pendant 7 ans. Vous allez arriver à la banque et vous allez être obligé de payer avec votre argent parce que vous n'aurez pas accès à ses comptes bancaires, etc., à son argent, quoi. C'est pas un domaine très, très connu, même, je vous dirais, des avocats en général. En fait, il faut présenter une demande devant la Cour supérieure du Québec pour qu'un tuteur soit nommé, obtenir un jugement de tutelle pour pouvoir, justement, s'occuper des biens de la personne disparue. Alors ça se fait avec un processus judiciaire qui est quand même assez long, calqué sur les tutelles pour les enfants et qui fait en sorte qu'il y a une assemblée de famille, tout bon. Mais c'est un processus qui n'est pas adapté à la disparition. Et cette réalité-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est toujours vivant, comme on dit, et qui n'est plus là pour donner des autorisations pour aller dans ses comptes de banque et avoir ses opérations de ses actifs et payer ses dettes. Et là, à ce moment-là, on se retrouve, la famille démunie, incapable d'agir. Sérieusement, là, en date d'aujourd'hui, là, c'est pas le pire moment de ma vie, là, c'est un des pires. J'ai dû aller à l'avant, puis pourtant, j'ai rien à me reprocher. Là. Je veux dire, j'ai rien fait. Puis des fois, là, quand le juge me regardait, là, puis je m'adonnais à croiser son regard, il me voyait, là, je faisais juste pleurer, je retenais, là, puis ça faisait des sauts. Puis quand elle a eu terminé, je me suis levé, je sais pas si j'avais le droit de sortir, là, c'était ça. C'est difficile, oui. C'est pas évident. Le système n'est pas fait pour les personnes qui souffrent. Ce qu'on sait est que si on ne comprend pas les symptômes de trauma, on peut mal interpréter le comportement d'une personne victime. Donc, d'abord, on ajoute au trauma, c'est traumatisant, c'est stressant pour la personne de se présenter devant le tribunal, de répondre aux questions. C'est pas le moment pour parler librement, mais vraiment de répondre aux questions et sinon avec des conséquences très lourdes. Donc, c'est ça, c'est très difficile pour la personne. Et si c'est pas bien, ça peut ajouter à la souffrance de la personne victime. Donc, c'est très important que c'est bien fait et que les gens qui travaillent dans le système comprennent le trauma, l'impact, etc. et sont bien préparés pour le rendre plus facile. Est-ce que ça, c'est le bon mot? Je ne sais pas, mais plus agréable, moins dur pour la personne victime qui a déjà vécu assez. Au bout de 7 ans, bien, si la famille le veut bien,
on peut aller au tribunal et demander un jugement déclaratif de décès. L'obtention d'un jugement déclaratif de décès pourra peut-être permettre de régler certaines questions patrimoniales, financières, mais ne réglera pas le fait pour eux, la personne est disparue, elle est peut-être encore vivante. Alors, c'est un fardeau qu'ils vont vivre pour le reste de leur jour. Alors, il faut comprendre que c'est vraiment une des dimensions où les proches par disparition pourraient recevoir une aide. C'est justement dans la gestion de cette paperasse qui, pour le moment, constitue un trauma supplémentaire. Même l'arrivée du 7 ans où légalement on considère cette personne décédée est une arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facilitation au plan des impôts, au plan administratif. Au plan psychologique, par contre, il y a souvent un sentiment d'abandon. Est-ce que je suis en train de l'abandonner? Et pour les proches, l'espoir, ça maintient la personne en vie et ça fait en sorte que même si les démarches extérieures d'enquête policière semblent avoir arrêté, je n'ai pas le droit d'arrêter d'espérer parce que c'est le dernier lien, la dernière possibilité que je puisse retrouver cette personne vivante et en santé psychologique et physique. Donc, cet espoir a une espèce de fonction superstitieuse, psychologique, d'attachement. Et arrêter cet espoir, même si c'est soulageant, c'est souvent associé à un sentiment d'abandon.